Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 24 ans et je suis ébéniste. Ça veut dire que mes mains sentent la térébenthine même après 3 lavages et qu'il y a toujours une fine poussière de bois sur le col de mes chemises. Mon atelier est aussi mon appartement, un ancien canut sur les pentes de la Croix-Rousse, à Lyon. L'air y est lourd de l'odeur du noyer et de la cire d'abeille, et le seul bruit constant est le sifflement du vent dans la vieille cheminée. Ma journée commence à 6 heures, avec le grincement du parquet quand je me lève. Je prépare un café noir, très serré, que je bois debout près de la fenêtre, en regardant la ville s'éveiller. Mes outils sont alignés sur l'établi, toujours dans le même ordre. Je passe mes doigts sur le métal froid des ciseaux à bois, je vérifie le fil des lames. C'est un rituel silencieux, une façon de me préparer à passer la journée seule avec le bois et mes pensées. Je travaille jusqu'à ce que la lumière baisse. Le déjeuner est une affaire rapide, un sandwich mangé sur un coin de l'établi. Parfois, je passe la main sur une chaise vide à côté de la mienne, une chaise que j'ai fabriquée il y a 2 ans pour quelqu'un qui n'est plus là. Le bois est lisse, froid. Je retire ma main et je me remets au travail, le mouvement répétitif du rabot m'aidant à ne pas penser. C'est comme ça depuis des mois. Hier, mon téléphone a vibré sur une pile de planches, faisant danser la sueur. C'était Marc. Il riait déjà avant même d'avoir dit bonjour. Il parlait d'un pari, d'un dîner, d'une blague. J'ai à peine écouté, j'ai juste essuyé mes mains sur mon jean en disant oui à tout pour qu'il me laisse tranquille. Un rendez-vous arrangé dans un bouchon du Vieux Lyon. J'ai haussé les épaules et j'ai raccroché. Une soirée dehors, pourquoi pas. Je suis arrivé avec 10 minutes de retard, le col de ma veste relevé contre le vent d'automne qui s'engouffrait sous les traboules. Les pavés étaient humides, reflétant la lueur jaune des réverbères. J'ai poussé la lourde porte en bois du restaurant. L'odeur de vin et de viande en sauce m'a enveloppé. À travers la buée sur les vitres, je l'ai vue tout de suite, seule à une table pour 2, près de la fenêtre. Elle était élégante, un long foulard de soie coloré autour du cou. Ses cheveux bruns, nattés sur son épaule, étaient parsemés de fils d'argent qui brillaient sous la lumière tamisée. Elle a levé les yeux de son livre et mon estomac s'est serré. Elle devait avoir la quarantaine, peut-être plus. Mes mains sont devenues moites. J'ai compris. La blague, la voilà. C'était donc ça. J'ai senti le rouge me monter aux joues. Je me suis approché de la table, les pieds lourds, enfilant mes mains dans les poches de mon pantalon. J'ai tiré la chaise en face d'elle, le bruit raclant sur le carrelage. Avant que je puisse ouvrir la bouche pour m'excuser, pour inventer une excuse et fuir, elle a incliné la tête. Un petit sourire a flotté au coin de ses lèvres, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle a posé son livre, marquant la page avec son doigt. « Laissez-moi deviner. » Sa voix était calme, légèrement rauque, amusée. « Vous ne vous attendiez pas à une femme de l'âge de votre tante, n'est-ce pas? Vous pouvez y aller, mon grand. Personne ne vous en voudra. » Elle a fait un petit geste de la main vers la porte, comme si elle me libérait. L'humiliation a fait place à une colère sourde, qui n'était pas dirigée contre elle. Mes amis, leur cruauté désinvolte, leur rire gras que j'entendais déjà au téléphone. J'ai serré la mâchoire. J'ai regardé cette femme, son regard direct, sans pitié mais sans méchanceté non plus. Elle attendait, simplement. J'ai poussé un long soupir, le faisant sortir par le nez, et je me suis assis. J'ai posé mes mains sur la table, les paumes vers le bas pour cacher les callosités. Elle a haussé un sourcil, surprise. Le petit sourire ironique a disparu. Elle a retiré son doigt du livre et l'a fermé complètement, le posant à côté de son verre de vin. Elle a croisé les mains sur la table, ses doigts étaient longs, fins, avec des ongles courts et soignés. Elle m'observait, vraiment cette fois. Le silence s'est étiré, seulement rompu par le brouhaha du restaurant autour de nous. J'ai attrapé le menu, même si je n'avais aucune faim. Le carton était épais, un peu gras. J'ai fait semblant de lire les plats, mais je voyais juste des lettres danser. J'ai relevé la tête. « Ils sont idiots !» j'ai dit, ma propre voix me paraissant étrange. « Ils pensent que c'est drôle. » J'ai reposé le menu sur la nappe à carreaux rouges et blancs. Elle a eu un petit rire, sans joie. Les garçons le sont souvent. Puis elle a pris son verre. « Je m'appelle Béatrice. » J'ai attrapé mon propre verre d'eau, juste pour occuper mes mains. « Léo. » Alors je suis resté.
Je me suis assis en face de Béatrice, dans ce petit bouchon lyonnais, et j'ai commandé un verre de vin, bien décidé à voir où cette soirée absurde allait me mener. Après ce dîner, le silence de l'atelier m'a semblé plus lourd. Le lendemain, j'ai passé 1 heure à poncer une planche de chêne qui était déjà parfaitement lisse. Le téléphone était posé sur l'établi, couvert de sueur. J'ai essuyé l'écran avec mon pouce, j'ai cherché son nom que je n'avais pas enregistré, et j'ai fixé le numéro. J'ai appuyé sur appeler avant de pouvoir changer d'avis en me passant une main nerveuse dans les cheveux. Sa voix a répondu calme, sans surprise. « Léo ?» On s'est retrouvés dans un café près des terreaux, un de ces endroits où la machine à expresso siffle sans arrêt et où ça sent le croissant un peu brûlé. Je suis arrivé en avance, j'ai choisi une table dans le coin et j'ai passé une serviette en papier sur la surface déjà propre. J'ai commandé un café et je l'ai regardé refroidir, une fine pellicule se formant à la surface, tandis que je faisais tourner la salière entre mes doigts, encore et encore. Elle est arrivée, son foulard de soie coloré et enroulé serré contre le froid. Elle l'a dénoué d'un geste fluide en s'asseyant et l'a posé sur le dossier de sa chaise. La lumière de la verrière accrochait les fils d'argent dans sa natte. Elle a posé son sac en cuir à ses pieds, un sac lourd qui a fait un bruit sourd sur le carrelage. Puis elle a levé les yeux vers moi et j'ai détourné le regard vers ma tasse, comme si j'y cherchais une réponse. Elle a commandé un thé et a tenu la tasse fumante à 2 mains, comme pour se réchauffer les doigts. On a parlé de choses sans importance, de la pluie qui menaçait, du café qui était trop fort. J'ai remarqué qu'elle avait une façon de mordre le coin de sa lèvre inférieure quand elle écoutait. Je remuais mon sucre, un bruit métallique et répétitif, jusqu'à ce que je réalise que le café était déjà froid. J'ai posé la cuillère sur la soucoupe. Elle m'a posé une question sur le noyer, sur la différence de grain avec le frêne. Pour lui expliquer, j'ai pris une serviette en papier et j'ai commencé à dessiner un assemblage à queue d'aronde avec le stylo du serveur. Mes mains bougeaient toutes seules, familières avec le geste. Elle observait mes doigts, pas le dessin. J'ai senti son regard sur mes callosités et j'ai arrêté mon mouvement, le stylo suspendu au-dessus du papier. J'ai replié la serviette et l'ai glissée dans ma poche. Elle a froncé les sourcils en parlant d'un mot qu'elle n'arrivait pas à traduire. Elle a sorti de son sac un petit livre à la couverture en cuir sombre, très usé au coin. Elle l'a ouvert et a parcouru une page du doigt, ses lèvres bougeant silencieusement. C'était un dictionnaire, mais pas un dictionnaire moderne. Les pages étaient jaunies, fines comme du papier à cigarette. Elle a trouvé son mot, a hoché la tête pour elle-même et a refermé le livre avec un bruit mat. La semaine d'après, on a marché le long des quais de Saône. Le vent faisait claquer les haubans des péniches. J'avais les mains enfoncées dans les poches de ma veste, sentant le froid du métal de mes clés contre ma paume. Elle marchait à mon rythme, regardant l'eau grise couler. La conversation était plus facile cette fois. On n'essayait plus de combler les silences. Il faisait juste partie du bruit du fleuve et de la ville. Elle parlait d'un poète italien dont elle traduisait l'œuvre. Quand elle cherchait un mot précis, elle s'arrêtait de marcher et touchait distraitement la petite cicatrice presque invisible sur son menton. C'était un geste inconscient, une pause physique pour une recherche mentale. Je me suis surpris à attendre ce geste, à le guetter. J'ai ramassé un caillou plat et l'ai jeté dans le fleuve. Il a coulé sans un ricochet. Parfois, un mot me trahit, a-t-elle dit en regardant les remous à la surface de l'eau. Je pense le tenir, et il signifie autre chose, une nuance qui change tout. Ça me terrifie un peu, la responsabilité. Elle a eu un petit rire, comme pour diminuer le poids de sa confession. J'ai hoché la tête, et j'ai donné un coup de pied dans un autre caillou, l'envoyant rouler sur le chemin de halage. Le mardi est devenu notre jour. Je me suis mis à anticiper ce moment. Je nettoyais l'atelier un peu plus tôt, je passais plus de temps à frotter la résine et la colle de mes mains, même si je savais que ça ne partirait pas complètement. Je choisissais un pull sans trou et je vérifiais dans le petit miroir poussiéreux de l'entrée que je n'avais pas de sueur dans les cheveux avant de fermer la porte derrière moi. Ce mardi-là, il pleuvait, une de ces pluies fines et persistantes qui trempent jusqu'aux os. On était retourné dans notre café. L'air sentait le chien mouillé et le café chaud. J'avais passé la matinée à sculpter une chute de buis. Sans réfléchir, j'ai sorti le petit oiseau de ma poche et je l'ai fait glisser sur la table vers elle. C'était une chose simple, à peine finie. Ma main a reculé aussitôt, comme si le bois était brûlant.
Béatrice n'a rien dit. Elle a pris l'oiseau dans sa paume, le faisant tourner entre ses doigts. Elle a caressé le grain poli du bois avec son pouce. Elle l'a approché de son visage, non pas pour le regarder de plus près, mais pour le sentir. « Ça sent l'atelier », a-t-elle murmuré. Puis elle l'a posé sur la table, juste à côté de sa tasse, et il est resté là entre nous pendant tout le reste de l'après-midi. Je lui ai parlé de la chaise vide dans mon appartement, la première fois que j'en parlais à quelqu'un. Les mots sont sortis difficilement, par morceaux, pendant que je déchirais ma serviette en papier en minuscules confettis. Elle a simplement écouté, sans poser de questions, son regard fixé sur ses mains jointes autour de sa tasse de thé qui refroidissait. Quand j'ai fini, elle a juste poussé la sucrière vers moi. Un geste simple, un geste pour dire qu'elle était là. Le café fermait. Le serveur passait déjà la serpillière entre les tables, l'odeur de javel se mêlant à celle du café. Dehors, la pluie était devenue un déluge. On s'est retrouvés coincés sous le petit auvent rouge, à regarder l'eau marteler les pavés et se ruer dans les caniveaux. Les phares des voitures créaient de longues traînées de lumière sur l'asphalte mouillé. Nous étions proches, nos épaules se frôlaient presque. Je pouvais sentir son parfum, ce mélange de papier ancien et quelque chose de floral, de jasmin peut-être. J'ai remarqué une goutte de pluie qui scintillait, accrochée à un de ses cheveux d'argent près de sa tempe. Mon corps a bougé avant mon esprit. J'ai levé la main, lentement, et j'ai effleuré sa tempe du bout de mon index pour chasser la goutte d'eau. Ma main est retombée lourdement le long de mon corps. Voilà 2 mois que nos mardis existaient. 2 mois que son petit dictionnaire usé se posait entre nos tasses, à côté d'un oiseau en bois. Et pour la première fois, un geste avait franchi cet espace, laissant un silence que le bruit de la pluie ne parvenait plus à combler. Elle n'a pas bougé, elle a juste arrêté de respirer pendant 1 seconde. Moi aussi. Après ce soir-là, sous l'auvent, le silence du mardi suivant au café était différent. Il n'était plus confortable. Il était plein de l'écho de ce geste. J'ai remué mon café, le bruit de la cuillère contre la porcelaine me semblait assourdissant. J'ai regardé par la fenêtre, les gens qui passaient, n'importe quoi pour ne pas croiser son regard. J'ai senti mes joues chauffer sans raison. Béatrice, elle, a défait son foulard plus lentement que d'habitude. Elle l'a plié en un rectangle parfait avant de le poser sur la table, à côté de son livre qu'elle n'a pas ouvert. Elle a aligné la salière avec le bord de la table, un petit ajustement précis. Ses mains étaient en calme, mais elles restaient sur la table, bien en vue, comme pour me rassurer. La semaine d'après, je lui ai proposé de venir à l'atelier. L'idée m'est venue comme ça, en voyant le café bondé. « C'est bruyant ici », j'ai dit en haussant les épaules. Elle a simplement hoché la tête. Quand elle est entrée, elle a passé la main sur le bois d'un vieil établi, sentant la texture sous ses doigts. Elle a inspiré profondément. « Ça sent le travail et la patience », a-t-elle dit. On a pris l'habitude de se voir là. Elle s'asseyait sur un tabouret haut, un peu à l'écart, avec son livre et un thé que je lui préparais. Parfois, elle me lisait un passage, une phrase qu'elle trouvait difficile à traduire. Sa voix se mêlait au bruit de mes outils. Un jour, elle a buté sur un mot. Elle a fermé les yeux et a touché la cicatrice sur son menton, cherchant. « Il me manque », a-t-elle murmuré, si bas que j'ai cru avoir mal entendu. J'ai continué à poncer une planche de cerisier, le mouvement de va-et-vient de ma main était régulier, mécanique. Je n'ai pas demandé qui « il » était. Je me suis contenté de rester là, de faire du bruit avec mon travail, un bruit qui, je l'espérais, pouvait remplir un peu le vide qu'elle venait de laisser s'échapper. J'ai essuyé la sueur de la planche avec le plat de la main. Elle m'a raconté qu'elle gardait le petit oiseau en buis sur sa table de chevet. « Il me rappelle que les choses simples prennent du temps », a-t-elle dit en regardant mes mains. J'ai arrêté ce que je faisais. Mes doigts se sont crispés sur mon outil. J'ai senti son regard sur mes callosités, mais cette fois, je n'ai pas eu envie de les cacher. J'ai juste posé l'outil sur l'établi avec un bruit sourd. Un après-midi, en lui passant sa tasse, nos doigts se sont effleurés. C'était un contact bref, accidentel, mais j'ai retiré ma main comme si je m'étais brûlé. J'ai renversé un peu de thé sur le sol. J'ai attrapé un chiffon et je me suis accroupi pour essuyer, le dos tourné, juste pour avoir 1 seconde pour que mon souffle redevienne normal. Elle n'a rien dit. Ce soir-là, seul dans l'atelier, je n'arrivais pas à travailler. J'ai pris une chute de noyer et j'ai commencé à la sculpter sans but précis. Mes mains se souvenaient de la chaleur de sa peau contre la mienne.
J'ai laissé tomber l'ébauche sur l'établi et j'ai passé mes mains sous l'eau froide du robinet, les frottant l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles deviennent rouges. On marchait sur les pentes de la Croix-Rousse quand j'ai aperçu Marc au loin. Il m'a vu, un sourire narquois s'est dessiné sur son visage. Sans réfléchir, j'ai mis un peu plus de distance entre Béatrice et moi. J'ai fait semblant de refaire le lacet de ma chaussure, prenant plus de temps que nécessaire, jusqu'à ce que Marc ait tourné au coin de la rue. Béatrice s'était arrêtée et m'attendait. Elle ne regardait pas dans la direction de Marc, mais fixait une fissure sur le trottoir. Quand je me suis relevé, elle n'a posé aucune question. Elle a juste repris sa marche, mais ses mains, qui étaient sorties de ses poches, y sont retournées. Le silence entre nous s'était alourdi d'un poids nouveau. De retour à l'atelier, elle a vu la chaise vide. Elle s'est approchée et a passé la main sur le dossier. Elle est magnifique. Pour qui l'as-tu faite ? Sa question était directe, sans détour. Je me suis adossé à mon établi, j'ai croisé les bras sur ma poitrine. C'était une posture de défense, je le savais. Pour Clara. Le nom est sorti, un peu rouillé. J'ai regardé un point au-dessus de son épaule, incapable de soutenir son regard. J'ai continué à parler, racontant l'avant, l'accident, l'après. Pendant tout ce temps, je faisais rouler une vis entre mon pouce et mon index, encore et encore, le métal froid contre ma peau. Quand j'ai eu fini, le silence est revenu, mais il était différent. Ce n'était plus un silence gêné, c'était un silence plein. Béatrice s'est approchée. Elle n'a pas dit « Je suis désolée ». Elle a juste posé sa main sur mon avant-bras, un contact bref, solide. Puis elle l'a retiré et est retournée s'asseoir sur son tabouret. Quelques jours plus tard, elle m'a parlé de son mari. Il était mort 5 ans plus tôt. Elle en parlait en regardant par la fenêtre, comme si l'histoire se déroulait sur les toits de la ville. Pendant qu'elle parlait, elle a sorti le petit oiseau de bois de la poche de son manteau et l'a fait tourner entre ses doigts, sans s'en rendre compte. Je l'écoutais en réparant la couverture en cuir de son vieux dictionnaire. Mes gestes étaient lents, précis. Je passais le fil ciré dans les trous avec une alène. Je serrais les nœuds. Chaque point que je faisais semblait recoudre quelque chose en moi aussi. Je me suis concentré sur le travail, sur l'odeur du cuir et de la colle pour ne pas me laisser submerger. Elle m'a dit qu'il aimait la façon dont la lumière du matin entrait dans leur cuisine. C'était un détail si petit, si concret. J'ai arrêté mon geste, l'aiguille à mi-parcours. J'ai levé les yeux vers elle. Elle souriait, mais le sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Elle a haussé les épaules, un petit geste pour dire « c'est la vie », et elle a rangé l'oiseau dans sa poche. Les semaines sont devenues des mois. L'automne a laissé place à l'hiver. La buée recouvrait les fenêtres de l'atelier, nous isolant dans une bulle de chaleur et d'odeur de bois. Parfois, en travaillant, je la sentais s'approcher derrière moi pour regarder par-dessus mon épaule. Je sentais son souffle près de mon cou et j'oubliais ce que j'étais en train de faire, ma main s'immobilisant au-dessus du bois. Un soir, alors que je finissais de polir la couverture restaurée de son dictionnaire, elle a posé sa main sur la mienne, arrêtant mon mouvement. « Laisse », a-t-elle dit doucement. « C'est parfait. » Nos mains sont restées l'une sur l'autre, sur le vieux livre, pendant un long moment. Je pouvais sentir le battement de son pouls sous ma paume. Nous étions en mars. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce dîner arrangé. 6 mois que nos mardis étaient devenus le point fixe de ma semaine. Je me sentais léger, une sensation que j'avais oubliée. Je lui ai tendu le dictionnaire. Nos doigts se sont touchés, et cette fois, personne n'a retiré sa main. Nos regards se sont accrochés. Ce soir-là, alors que je fermais l'atelier, mon téléphone a vibré. Un message de Béatrice. Mon cœur a fait un bond. Mais ce n'était pas pour me souhaiter une bonne nuit. C'était une seule phrase. « Léo, il faut qu'on parle. Je ne peux pas venir mardi. » J'ai relu les mots plusieurs fois. J'ai laissé tomber mes clés sur l'établi. Le bruit métallique a résonné dans le silence soudain de l'atelier. Le message était resté affiché sur l'écran, éclairant la sueur autour du téléphone. Je n'ai pas répondu. J'ai essayé d'appeler. 1 fois, 2 fois. La messagerie vocale, sa voix enregistrée, calme et professionnelle. J'ai posé le téléphone et j'ai commencé à ranger l'atelier, déplaçant des outils d'un endroit à un autre sans raison. Mes mains tremblaient légèrement.
J'ai serré le manche d'un ciseau à bois, le métal froid mordant ma paume, juste pour sentir quelque chose de solide. Le mardi est arrivé et passé. Le silence dans l'atelier était total, seulement brisé par mes propres pas sur le plancher. Je n'ai pas travaillé. J'ai passé la journée à nettoyer, à huiler des outils déjà propres, à balayer un sol impeccable. Chaque fois qu'une voiture passait dans la rue, je levais la tête vers la porte, mon souffle suspendu. J'ai fait du café que je n'ai pas bu. La tasse est restée sur l'établi devenant froide, une fine pellicule se formant à la surface. Le mercredi après-midi, un numéro inconnu s'est affiché. J'ai décroché, le cœur battant contre mes côtes. Une voix de femme, neutre. Elle s'est présentée, hôpital de la Croix-Rousse. Elle a prononcé le nom de Béatrice. Le reste des mots, chute, escalier, traumatisme crânien, observation, sont devenus un bruit de fond. J'ai agrippé le bord de l'établi, mes jointures sont devenues blanches. J'ai laissé tomber le téléphone dans son socle et j'ai attrapé ma veste sans même penser à fermer la porte à clé. L'odeur de l'hôpital, un mélange d'antiseptique et de solitude, m'a pris à la gorge. À l'accueil, la femme derrière la vitre m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Vous êtes de la famille ?» J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Les mots ne venaient pas. J'ai fini par hocher la tête. Un mensonge qui m'a semblé nécessaire. Elle m'a indiqué le numéro de la chambre en tapotant sur son clavier. J'ai marché dans le couloir, mes pas faisant un bruit sourd et déplacé sur le linoléum. Je l'ai trouvée dans une chambre au bout du couloir. Elle dormait, un pansement blanc sur sa tempe. Les fils d'argent dans ses cheveux semblaient plus nombreux sous la lumière crue du néon. Un moniteur à côté du lit émettait un bip régulier et lent. J'ai tiré une chaise en plastique, le bruit raclant sur le sol, et je me suis assis. Je n'osais pas la toucher. J'ai juste posé mes mains sur mes genoux et j'ai regardé le lent mouvement de sa poitrine sous les draps. Les heures ont passé. Une infirmière est entrée, a vérifié la perfusion, a noté quelque chose sur une fiche et est repartie sans un mot. Je suis restée immobile. J'ai sorti de ma poche le petit oiseau en buis. Le bois était chaud de ma main. Je l'ai fait rouler entre mon pouce et mon index, un geste mécanique, encore et encore. Le grain lisse sous mon doigt était la seule chose réelle dans cette pièce stérile. Je l'ai serré dans mon poing fermé. Une femme est entrée. Elle avait les mêmes yeux que Béatrice, mais son visage était plus sévère. Elle a posé un sac sur la table et m'a regardé. « Je suis sa sœur. »« Et vous êtes ?» Sa voix était basse, fatiguée. « Léo. Un ami. » Les mots sonnaient creux. Elle a observé mes mains, puis mon visage, et un pli s'est formé entre ses sourcils. J'ai senti le besoin de me justifier, mais aucun mot n'est venu. Je me suis levé, prêt à partir, sentant que je n'avais pas ma place ici. Au moment où je me suis tourné vers la porte, Béatrice a gémi doucement. Ses paupières ont frémi. Ses yeux se sont ouverts, un peu perdus, et ils m'ont trouvé. Son regard s'est fixé sur moi. Sa main a bougé sur le drap blanc, ses doigts se sont légèrement dépliés. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas la force. Mais elle m'a vu. Ce regard a arrêté mes pieds. J'ai fait un pas en arrière, vers le lit. La sœur a vu le changement sur le visage de Béatrice. Elle a vu où son regard était posé. Son expression s'est adoucie. La méfiance a laissé place à une sorte de compréhension lasse. Elle s'est approchée du lit et a remonté la couverture sur l'épaule de Béatrice. Puis elle s'est tournée vers moi. « Restez », a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. « Je vais nous chercher un café. » Elle est sortie de la chambre, nous laissant seuls. Je me suis rassis, plus près cette fois. J'ai posé l'oiseau de bois sur la table de chevet, juste à côté de sa main inerte. Elle s'était rendormie. Le bip du moniteur rythmait le silence. Tout était incertain, suspendu. Mais l'envie de fuir avait disparu. À sa place, il y avait juste ce besoin simple, écrasant, de rester, d'attendre, de veiller sur son sommeil aussi longtemps qu'il le faudrait. Je suis resté assis sur cette chaise en plastique dur, l'odeur d'antiseptique me piquant la gorge. La main de Béatrice reposait sur le drap blanc, à quelques centimètres de l'oiseau en bois que j'avais posé là. Le rythme régulier du moniteur était la seule chose qui brisait le silence. Je regardais le lent soulèvement de sa poitrine, et je me suis surpris à calquer ma propre respiration sur la sienne, comme pour m'assurer qu'elle ne s'arrêterait pas,
Quand ses yeux se sont ouverts à nouveau, ils étaient plus clairs. Ils n'ont pas balayé la pièce, ils m'ont trouvé directement. Un long moment s'est écoulé, un silence si dense que je pouvais sentir les battements de mon cœur dans mes tempes. J'ai tendu la main, mais au lieu de la toucher, j'ai simplement ajusté le coin de sa couverture, un geste maladroit et inutile, juste pour que ma main ait quelque chose à faire. Sa voix était un murmure, un son rauque qui a à peine franchi ses lèvres. Léo. Juste mon nom. J'ai hoché la tête, incapable de former un mot. J'ai dû m'éclaircir la gorge avant de pouvoir répondre, ma propre voix me paraissant étrangère. Je suis là. J'ai attrapé le verre d'eau sur la table de chevet et j'ai glissé une paille entre ses lèvres. Elle a bu une gorgée, lentement. Elle a tenté de se redresser, mais une grimace de douleur a contracté ses traits et elle a laissé retomber sa tête sur l'oreiller. J'ai posé une main sur son épaule. Doucement. Son regard a fait le tour, s'attardant sur la perfusion, puis sur le moniteur. Ses doigts se sont levés et ont effleuré le pansement sur sa tempe, hésitant, comme si elle découvrait une partie étrangère de son propre corps. Je lui ai expliqué. La chute dans les escaliers de son immeuble, l'appel des voisins, l'hôpital. Les mots sortaient de ma bouche de manière factuelle, presque mécanique, pendant que mes doigts s'acharnaient sur un fil qui dépassait de la couture de mon jean. J'ai omis ma propre panique, le trajet en courant, la boule dans mon estomac. Je me suis contenté des faits, pour la protéger de ma propre peur. Elle a fermé les yeux, et une seule larme a glissé le long de sa tempe pour se perdre dans ses cheveux. « Vous ne devriez pas être là. » Sa voix était plus forte, teintée d'une sorte de colère froide. « Vous n'avez pas signé pour ça, Léo. Les hôpitaux, les complications. » Elle a tourné la tête, me présentant son profil, son regard fixé sur la vitre grise de la fenêtre. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris le petit oiseau en buis sur la table de chevet. Le bois était chaud, imprégné de la chaleur de ma poche. Je l'ai délicatement placé dans sa paume, puis j'ai replié ses doigts autour. J'ai senti une légère pression, un frémissement de ses doigts contre le bois lisse, mais elle n'a pas tourné la tête vers moi. « Vous êtes jeune », a-t-elle continué, sa voix étouffée par l'oreiller. « Vous avez toute la vie devant vous, pas cette pagaille. » C'était une tentative de me repousser, je le sentais, une tentative de me protéger d'elle. Je me suis penché en avant, posant mes avant-bras sur le rebord du lit, réduisant la distance entre nous. « Béatrice. » J'ai attendu. Le silence s'est étiré, seulement ponctué par le bip de la machine. Lentement, elle a tourné la tête, ses yeux rencontrant les miens. Ils étaient pleins d'une détermination fragile, d'une peur qu'elle essayait de masquer par la dureté. « Regardez-moi », ai-je demandé doucement, en gardant mon regard ancré dans le sien. « Ma vie, elle est là où je décide qu'elle est », ai-je dit, ma voix basse mais sans aucune hésitation. « Et depuis des mois, elle est avec vous. Alors aujourd'hui, elle est ici, sur cette chaise en plastique moche, à côté de vous. » J'ai pris sa main libre, celle qui ne tenait pas l'oiseau, et je l'ai enveloppée dans les miennes. Sa peau était fraîche contre mes paumes calleuses. Elle a baissé les yeux vers nos mains jointes, puis les a relevés vers mon visage. Toute la tension, toute la combativité a semblé la quitter d'un coup. « Je ne vois plus très bien de l'œil droit », a-t-elle avoué dans un souffle. « Tout est flou. Une tache sombre au milieu. » Sa vulnérabilité était là, nue, suspendue dans l'air stérile de la chambre. J'ai porté sa main à ma joue et je l'ai pressée contre ma peau. J'ai fermé les yeux, me souvenant de cette première nuit, sous le réverbère. « Alors je serai vos yeux », ai-je murmuré. Elle a eu un petit rire triste, brisé. « Moi, je ne vous verrai pas », a-t-elle chuchoté, les mots de notre première vraie conversation revenant comme un écho douloureux. J'ai rouvert les yeux. « Mais moi, je vous vois, Béatrice. » Ce n'était pas une grande déclaration d'amour, pas une promesse poétique. C'était juste la vérité, la seule chose qui comptait à ce moment-là. J'ai senti son pouce caresser la ligne de ma mâchoire, un geste lent, presque imperceptible. Le bip du moniteur semblait s'être adouci. Sa sœur est revenue et nous a trouvés comme ça. Elle n'a rien dit. Elle a juste posé une tasse de café en carton sur la table et s'est assise de l'autre côté du lit.
Béatrice passerait encore une semaine à l'hôpital, puis des mois de rééducation. Et je serais là, à lui lire ses poètes italiens, à lui décrire la couleur du ciel, Attendant que le flou se dissipe, sachant que l'essentiel, nous le voyions déjà parfaitement. 1 an a passé depuis l'odeur d'antiseptique de l'hôpital. Chaque matin, je prépare 2 tasses de café, pas une. Je pose celle de Béatrice directement dans ses mains pour qu'elle sente la chaleur et la trouve sans chercher. Elle se déplace dans l'atelier avec une lenteur prudente, sa main gauche effleurant les murs, les établit comme pour cartographier le monde chaque jour. La tache sombre dans son œil droit est restée, un rappel permanent. Je la regarde naviguer dans notre espace et je me remets au travail. Cet après-midi, elle est assise sur un tabouret près de moi, les yeux fermés, passant ses doigts sur une pièce de noyer que je viens de poncer. « Ici », dit-elle en arrêtant sa main sur une aspérité que je n'avais pas vue. « C'est encore un peu rêche. » Je prends le papier de verre et je recommence le geste sous son regard intérieur. Elle ne voit plus les détails, elle les sent. J'ai appris à faire confiance à ses mains autant qu'à mes propres yeux. Nos promenades sur les quais ont changé. Je ne marche plus en silence. Je lui décris la lumière sur la Saône, la couleur d'une péniche qui passe, la façon dont un enfant court après les pigeons. Le ciel est de ce gris qui annonce la pluie, mais il y a une trouée de bleu juste au-dessus de Fourvière. Elle incline la tête, son bon œil plissé pour essayer de capter l'image. Je ralentis mon pas pour qu'elle puisse s'accrocher à mon bras sans avoir à le demander. Parfois, la frustration la submerge. L'autre jour, elle a renversé son verre d'eau. Un juron étouffé. Elle est restée immobile, les poings serrés sur la table, la tête baissée. Je n'ai rien dit. J'ai pris une éponge et j'ai commencé à essuyer le sol en faisant des cercles lents et méthodiques. J'ai attendu qu'elle relève la tête d'elle-même. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai posé ma main sur la sienne, juste une seconde, avant de retourner essorer l'éponge dans l'évier. La chaise que j'avais faite pour Clara n'est plus vide. Béatrice s'y installe souvent le soir, avec une lampe spéciale et une loupe pour lire. Je la regarde, et je pense au garçon que j'étais, celui qui s'est assis en face d'elle dans ce bouchon, plein d'une colère maladroite. Je ne reconnais plus tout à fait sa solitude. Je prends un ciseau à bois, le métal froid et familier dans ma paume, et je me concentre sur la courbe d'un pied de table. Le petit oiseau en buis est posé sur le rebord de la fenêtre de notre chambre, celle qui donne sur les toits. Il est tourné vers la ville. Chaque fois que j'ouvre les volets, mes doigts l'effleurent. C'est devenu un geste machinal. Parfois, je vois Béatrice le prendre, le faire tourner dans sa paume, comme elle l'avait fait ce premier jour à l'hôpital. Elle le repose toujours exactement au même endroit, le bec pointé vers l'horizon. C'est notre point de repère silencieux. Ce soir, elle s'est endormie sur le canapé, son livre ouvert sur sa poitrine. Un fil d'argent s'est échappé de sa natte et repose sur sa joue. Je me souviens de ses doigts sur mon visage, cette première nuit, et de la surprise que j'ai ressentie. Je tends la main, très lentement, et je replace la mèche rebelle derrière son oreille. Son souffle ne change pas. Je reste un instant comme ça, ma main près de son visage, puis je la retire et je la couvre d'un plaid. Je me tiens près de la fenêtre, regardant les lumières de Lyon scintiller en bas. Elle m'avait dit « Moi, je ne vous verrai pas, mais vous pouvez vous laisser voir. » J'ai mis du temps à comprendre. Ce n'était pas une question de vue, c'était une question de courage. Elle vient se placer à côté de moi. Sa main trouve la mienne dans l'obscurité. Je serre ses doigts. Demain, je me lèverai, je préparerai le café et nous accueillerons la journée qui vient ensemble.